Laetitia Aviard, bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans cette radio, vous avez vu, un peu décoiffante. Chaos autour du Stade de France samedi soir avant la finale Liverpool-Madrid. Beaucoup de gaz lacrymogènes. Alors Gérald Darmanin rejette la responsabilité sur les spectateurs sans billets et sur l'organisation. Un peu court, non ? Écoutez, je pense qu'on a tous constaté qu'il y avait eu des situations regrettables lors de cet événement qui devait être une fête sportive, un événement où il y a eu énormément de débordements. Moi, j'ai pu le constater. On accueillait une fan zone aussi au sein de ma circonscription. Oui, il y avait énormément de supporters anglais. Oui. Il y a eu quelques difficultés à savoir aussi combien il serait entre les chiffres qu'on nous avait donnés quelques jours avant et puis la veille, c'était du simple au double. Finalement, moi, j'ai eu l'impression que sur la fan zone de Paris, il y avait moins de monde et qu'ils étaient tous au Stade de France. Donc, il y a eu des questions de désorganisation. Je pense que personne ne peut le contester. Est-ce que les forces de l'ordre françaises ne sont pas devenues un peu inadaptées au nouveau maintien de l'ordre ? On les a vues déborder sur le 1er mai. Là, elles ont du mal à suivre un événement sportif. Il faut peut-être repenser le maintien de l'ordre. Écoutez, je crois qu'il y a une réunion justement aujourd'hui pour établir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Je pense que c'est plutôt sain. Je suis pas de ceux qui font du yaka faucon en disant j'aurais géré les choses différemment, j'aurais mieux fait sans savoir quoi exactement et pourquoi. En tout état de cause, il y a eu des difficultés qui se sont accumulées entre à la fois des spectateurs qui sont venus sans billets, ça c'est clair, personne ne peut le contester, et qui étaient en nombre assez nombreux, entre des personnes qui ont essayé de passer aussi au-dessus des grillages, et malheureusement, c'est un événement sportif, donc il y avait aussi beaucoup de familles qui en ont essuyé les plâtres. Donc il y a cette réunion qui aura lieu, c'est un audit pour que les choses se passent mieux à l'avenir. La France ne sera pas capable de sécuriser les Jeux Olympiques, c'est Jean-Luc Mélenchon qui le dit, il en fait d'ailleurs un argument pour l'élire lui Premier ministre, comme il dit. Est-ce votre crainte aussi en tant qu'élu sur Paris, que les Jeux Olympiques soient trop difficiles à organiser et à sécuriser ? Non, mais je pense qu'il faut savoir raison garder. Entre Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Éric Zemmour, c'est un petit peu le même discours d'ultra-politisation en fait de cet événement, et en expliquant juste que les choses se seraient mieux passées parce qu'il serait là, tout simplement. Enfin, je rappelle quand même que Jean-Luc Mélenchon, c'est celui qui veut moins de force de l'ordre sur le terrain en réalité. Donc non, je pense pas du tout qu'il aurait mieux géré les choses. Il y a eu des incidents hier aussi à Saint-Étienne. Est-ce que le problème, ce n'est pas le foot, qui est le reflet de la société avec ses violences ? Je crois que on a en effet une société qui est une société sous tension, c'est vrai. Je crois que un certain nombre de responsables politiques n'aident pas à cela. Quand on en parlait de Jean-Luc Mélenchon, qui nous indique que s'il n'est pas Premier ministre le lendemain du 19 juin, il gagnera un 4e tour dans la rue, je pense pas que cela aide à apaiser la société. Pensez que la France Insoumise a envie de jouer ce tour dans la rue et de provoquer une sorte de révolution ? Ah, mais je ne le pense pas, je le sais. Ils l'ont dit, ils l'ont affirmé. Ils ont indiqué qu'il y aurait un 3e tour pour les élections législatives et que sinon, cela se terminera dans la rue. Enfin, je veux dire, personne aujourd'hui ne pointe vraiment la dangerosité de ce discours qui ne fait que souffler sur les braises et qui ne fait donc que générer encore des tensions dans notre société qui n'a besoin que d'une chose aujourd'hui, c'est de rassemblement et d'apaisement. Justement, sur samedi soir, Éric Zemmour, lui, il n'a pas joué l'apaisement. Il a dit la faute, en fait, c'est pas les supporters britanniques, c'est la racaille, sous-entendu, la population de Saint-Denis. Évidemment, là encore, c'est le discours d'Éric Zemmour. De toute façon, quoi qu'il en soit, c'est toujours les banlieusards, c'est toujours les personnes issues de l'immigration. On connaît son discours, pas de surprise là encore, mais je crois, et il faut pas se voiler la face, on a bien vu qu'en effet, il y a eu quelques centaines de jeunes de Seine-Saint-Denis, probablement, des quartiers sensibles qui sont arrivés. On a vu qu'il y a eu des dizaines de milliers de supporters qui étaient là aussi sans billets. Je vous le disais, ceux qui étaient attendus sur la fan zone, il y avait du monde sur la fan zone à Paris, mais pas autant que ce qui était Ils sont prévu. allés au stade, en fait. Donc voilà, apparemment, ils sont arrivés au stade. Il y a eu une grève de la RATP. Donc tout ça, c'est un cumul d'événements. Est-ce qu'à l'avenir, il faudra mieux anticiper un certain nombre d'éléments ? Oui, certainement. Et c'est aussi pour ça que ces événements ont lieu là, pour que les choses se passent bien. Mais moi, je suis assez sereine sur notre capacité à bien organiser les choses pour 2024. Le dernier 1er mai a vu aussi des débordements. Est-ce qu'après 3 années, le préfet Didier Lallement n'est pas un peu à bout de souffle ? Est-ce qu'il ne faut pas le changer ? Alors, c'est pas ma décision, et je crois que le préfet a fait son rapport. S'il y a des dysfonctionnements, il y a des travaux là qui vont avoir lieu, eh bien toute décision sera prise en conséquence. Mais c'est pas une question d'homme aujourd'hui, c'est une question de transparence, de communication, de fluidité de l'information entre les différents organisateurs aussi.
Sur le terrain, de quoi vous parlent les électeurs du 12e et du 20e arrondissement? Vous avez un petit bout du 20e qui compose votre 8e circonscription. Alors, principalement de pouvoir d'achat, je crois, comme c'est l'obsession actuelle. Hein. C'est la réalité de chacun, c'est la crainte de ne pas pouvoir, ne serait-ce que nourrir dignement sa famille, de pouvoir vivre dignement de son travail, la crainte liée à l'inflation, au prix de l'énergie, et c'est vrai que le texte que nous avons annoncé comme étant le premier à être voté lors de la prochaine mandature est celui qui vient répondre à ces préoccupations. Et moi, je vois aussi des esprits qui sont rassurés de savoir que c'est notre priorité et que très rapidement nous allons voter ce paquet pouvoir d'achat. Très rapidement, mais est-ce que ça va arriver à temps? Ça devait être voté avant les élections, c'est pas possible, le Parlement est en suspens, ça sera voté après, le temps de la navette parlementaire, on va voir ça à l'automne. Vous savez, on a pu voter des textes de manière très 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 rapide à partir du moment où on agit tous pour le bien des Français. Moi, je suis assez optimiste sur notre capacité à partir du moment où nous prenons ce texte très vite, fin juin, début juillet, s'il n'y a pas de politique politicienne, est-ce qu'il puisse être voté avant la suspension des travaux et effectif dès l'été. Ce sera un texte d'urgence avec des chèques, des boucliers. Oui, mais l'inflation, elle va peut-être continuer pendant des années. Est-ce qu'il ne faut pas des réformes plus structurelles? Il y a des éléments aussi structurels, notamment l'indexation des retraites sur l'inflation. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui permet d'avoir ces perspectives. La levée du point d'indice pour les fonctionnaires, ça aussi, c'est un élément structurel. Et puis ensuite, bien sûr que c'est le rôle du Parlement, du gouvernement, que d'agir de manière poussée, structurelle sur le pouvoir d'achat, mais surtout, ce qui permettra à chacun de mieux vivre, c'est aussi mieux travailler, c'est vivre dignement de son travail avant tout. Aujourd'hui, nous avons sur ces 5 dernières années lutté assez considérablement contre le chômage. Il faut que nous puissions continuer avec ces mesures que nous avons mises en place. Est-ce qu'il faut une mesure sur le gel des loyers, ce qui est très sensible notamment à Paris? Alors c'est vrai que c'est un sujet qui apparaît un petit peu comme une petite musique qui pourrait faciliter les choses. Moi, je ne suis pas sur les coups de baguette magique. Et je pense qu'il faut qu'on fasse attention, notamment à cibler l'ensemble des mesures pour qu'elles puissent toucher les populations qui en ont le plus besoin et donc les populations les plus vulnérables. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on ait vraiment l'accent sur à la fois les populations précaires avec le chèque alimentaire, les personnes âgées avec le minimum retraite qu'on doit pouvoir augmenter, les fonctionnaires, le gel du point d'indice, ceux qui travaillent avec les primes et notamment le triplement de la prime Macron. Et ensuite, on pourra avoir des discussions sur des questions telles que, en effet, il y a un vrai problème de logement à Paris. Je l'entends tous les jours, mais cela vient pour moi dans un second temps. Eva Sas, votre adversaire sur le terrain pour la NUP, demande qu'on ne puisse pas présenter aux élections quelqu'un qui a été condamné pour violence sur les femmes, qu'il y ait plus d'inéligibilité en cas de condamnation de ce type. Est-ce aussi votre avis? Écoutez, oui, dans la mesure où c'est une décision de justice, et cela est déjà prévu par la loi. Donc aujourd'hui, on n'a pas quoi que ce soit à faire de plus. C'est au juge de prendre ses décisions, et ces décisions, elle est prise au cas par cas, en raison des faits sur lesquels le juge a eu à se prononcer. Et moi, je crois viscéralement en notre justice. Je suis une ancienne avocate et je pense qu'il est très très important de laisser nos juges prendre ces décisions. Oui, un juge peut prononcer une peine d'inéligibilité. On a dans la société une vraie prise de conscience qui a surgi concernant les violences conjugales, et je crois que les décisions maintenant sont de nature à être plus adaptées. Et là encore, toujours, on ne tombe pas dans le tribunal médiatique, mais dans celui du juge. Autre position d'Eva Sas, ici même à ce micro, le burkini dans les piscines, pour elle, est un non-sujet, parce que les usagers d'un service public ne sont pas contraints à la neutralité, contrairement aux agents. Est-ce aussi votre analyse ? Je pense que tout ce sujet aujourd'hui autour du burkini, en réalité déjà ne concerne pas nos concitoyens de confession musulmane. C'est un coup politique d'Éric Piolle. Et c'est de la provocation. C'est de la provocation par pur clientélisme qui, en réalité, ne parle pas à nos concitoyens de confession musulmane qui en ont juste ras-le-bol, marre qu'on parle d'eux durant ces élections présidentielles pour essayer d'aller, les élections de manière générale, pour essayer d'aller grappiller quelques voix sans répondre aux vraies préoccupations qui sont les leurs. En tout cas, c'est ce que moi je ressens.
David faisait allusion à votre page Wikipédia. Vous aussi, vous avez été accusé de harcèlement. Est-ce que faire de la politique maintenant, c'est ça, s'exposer à des accusations et puis après les plaintes durent et on n'a plus de nouvelles? C'est s'exposer à des accusations comme tout le monde, comme vous, journaliste. Vous savez, n'importe qui pourrait vous accuser de quelque chose. Moi, je pense que c'est très important de rester et de rester dans notre état de droit et de laisser les juges prendre les décisions. Oui, mais vous, les juges, ça traîne. Vous, par exemple, ça traîne depuis... Ça traîne depuis 2 ans. J'ai appris par voie de presse qu'il y aurait une plainte me concernant. Écoutez, on fait avec, tout comme d'autres personnes d'autres citoyens sont accusés également de faits. Et on n'est pas moins citoyen parce qu'on est politique. On ne l'est pas moins. On a les mêmes droits. Et donc, je crois que oui, je vis ce que d'autres personnes ont pu vivre, et justice sera rendue un jour. En tout cas, moi, j'ai fait ce choix de toujours faire confiance en notre justice, de ne pas m'exprimer par voie de presse parce que je ne veux pas alimenter le tribunal médiatique. Et si un jour je dois pouvoir répondre de fait devant un juge, je le ferai. Eh bien, Laetitia Avia, merci. Bonne journée. Merci à vous. Merci beaucoup, Christophe Barbier. Demain, votre invité sera Juliette Méadel, ancienne secrétaire d'État chargée des victimes.